Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet assez grave, l'impérialisme alimentaire. Il va être question pour moi de t'expliquer comment est-ce que aujourd'hui, malheureusement, les Africains sont en train de mourir à petit feu parce qu'ils consomment une nourriture qu'ils ne produisent pas, provenant de pays qu'ils ne connaissent pas et sur lesquels ils n'ont absolument aucun contrôle. C'est un scandale. Et aujourd'hui, malheureusement, on observe un pic au niveau des recensements des taux de cancer dans nos pays. Et clairement, il est encore possible d'agir contre ça, comme tu vas pouvoir le voir tout au travers de cette vidéo. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin pour que tu puisses comprendre comment est-ce que le mécanisme fonctionne et surtout à quel niveau toi et moi pouvons agir pour inverser cette tendance-là. C'est parti. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe et j'ai créé cette chaîne parce que je suis convaincu que l'entrepreneuriat et l'investissement sont deux piliers sur lesquels les Africains peuvent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Si c'est une thématique qui t'intéresse, deux choses à faire. Abonne-toi et active les notifications, clairement, parce que sans les notifs, tu ne recevras pas une grande partie des vidéos qu'on produit sur cette chaîne. Et la deuxième chose, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui te lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer toi aussi dans les affaires. Cette vidéo m'a inspiré de différents échanges que j'ai eu avec des amis lors de mon dernier séjour à Dakar. En fait, on a constaté que sur place, les gens aimaient beaucoup le riz. Alors jusque-là, il n'y a rien d'exceptionnel parce que les Africains aiment bien consommer du riz. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on mange du riz partout sur le continent. Ce qui était particulier en fait avec les amis à Dakar, c'est qu'on s'est rendu compte que les Sénégalais boudaient un peu le riz local. C'est-à-dire qu'il y avait une production de riz sur place, mais les Sénégalais préféraient généralement consommer du riz qui vient de l'étranger. Alors ça nous a fait un peu rigoler, on en a parlé un tout petit peu. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant quand même d'aborder cette question parce que derrière ça se cache quelque chose de beaucoup plus grave. Et pour l'illustrer, on va prendre le cas du poulet. Parce que je pense que tu le sais certainement, même pays qui ne consomme pas ce qu'il fabrique, un pays qui est appelé à ne pas se développer. Clairement, tous les pays qui se sont développés aujourd'hui, eux-mêmes, plus ou moins, dans une proportion plus ou moins grande, sont eux-mêmes producteurs pour pouvoir consommer dans leur marché local. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas en Afrique, malheureusement. Les Africains importent excessivement de choses. Tu entres dans un centre commercial et tu vas te rendre compte que plus de 90% des produits, parfois, viennent de l'étranger. Que ce soit de l'huile, que ce soit du vinaigre, que ce soit du sucre, de la moutarde, du poisson, de la viande. Bref, quasiment tout vient de l'étranger. Le corollaire de tout ça, c'est que nous prenons chez les autres des produits dont ils ne veulent plus, des produits de mauvaise qualité et aujourd'hui, au fil des années, ça commence à avoir des répercussions. Je ne sais pas si tu le sais, mais on constate aujourd'hui un pic des cancers en Afrique. Pourquoi? Parce que clairement, les Africains mangent malheureusement de plus en plus mal. Et clairement, c'est une situation qui est assez préoccupante parce que si tu as de la famille en Afrique, alors elle y est forcément exposée. Donc moi, ce que je te propose tout au long de cette vidéo, c'est de faire 3 étapes. La première étape, nous allons comprendre pourquoi ce phénomène? Qu'est-ce qui explique que les Africains se retrouvent à consommer autant à l'extérieur alors que finalement c'est absurde? Vu qu'ils ont les terres arables, ils devraient être ceux qui produisent pour nourrir le monde entier. Mais pourquoi ne le font-ils pas? On va voir ça dans la première partie. Pourquoi? Dans la deuxième partie, on va parler des importations, on va parler du cas spécifique du poulet. Quel est le process d'importation du poulet et comment est-ce que c'est dangereux quand le poulet arrive en Afrique plus de 3 mois plus tard après avoir été produit par un producteur brésilien par exemple? Et d'où viennent les cancers là-dedans? Dans la troisième partie, nous allons regarder spécifiquement 2 pays pour voir comment est-ce que ces pays-là sont en train d'essayer de contrecarrer ce système-là et comment toi et moi, on peut essayer de s'insérer là-dedans pour pouvoir contribuer un peu à développer nos pays et notre continent. Alors, je te préviens déjà, cette vidéo, elle est assez structurante et cette thématique est assez importante. Du coup, on va la faire en 2 vidéos. Ça, c'est la première vidéo. La deuxième, dans laquelle je vais te proposer de passer à l'action, comme d'autres personnes l'ont fait concrètement, paraîtra vendredi, donc dans 2 jours. Donc, écoute très bien celle-ci jusqu'à la fin pour que vendredi, tu puisses être prêt et au taquet pour attaquer la partie applicative de ce que je te propose. Pourquoi les Africains ne produisent donc pas assez chez eux? La première raison, c'est le coût de l'électricité. Qui parle d'agriculture ou d'élevage à un moment ou à un autre fait recours à de l'électricité. Et le problème, c'est qu'en Afrique, le coût de l'électricité est très élevé. Je ne sais pas si tu le sais, mais par exemple, la France, qui est un pays industrialisé et développé, dans lequel les gens ont un pouvoir d'achat beaucoup plus conséquent qu'en Afrique, se retrouve quand même à payer l'électricité beaucoup moins cher qu'en Afrique. C'est le cas de la France, mais c'est le cas de beaucoup de pays européens. Le coût de l'électricité est excessivement cher en Afrique. Déjà parce que nous n'avons pas assez de barrages. Nous n'avons pas de centrales nucléaires, dans beaucoup de pays en tout cas. Les centrales au fioul et au charbon sont de très vieilles centrales qui sont souvent très peu maintenues. Bref, il y a un vrai déficit énergétique. Or, sans énergie, il n'est pas possible d'entrevoir un développement de manière sereine parce que toute usine, toute industrie qui se développe a besoin d'énergie. Or, s'il y a un déficit énergétique dans le pays, clairement, c'est mort. On ne peut pas aller bien loin avec ça. Donc, l'énergie est vraiment une des premières raisons pour lesquelles il y a un gros frein en Afrique.
La deuxième raison, c'est l'importation de la provende. Oui, dans beaucoup de pays en Afrique, on ne produit pas assez de maïs ni de tourteaux de soja. Donc, du coup, on est obligé d'aller importer le maïs et importer le soja. Par exemple, dans le cas du poulet, le maïs constitue à pratiquement 70% l'aliment de base. Si tu importes donc l'aliment de base à l'étranger, tu fais qu'il paye un transport par bateau généralement, tu fais qu'il paye une douane, tu fais qu'il paye des impôts avant d'arriver dans ton pays, forcément, tu vas être hyper cher au niveau de la provende que tu vas vendre. Et donc, facilement, un producteur étranger pourra venir et te faire compétition et même être beaucoup plus compétitif que toi parce que toi, tu payes énormément de charges pour pouvoir faire un prix sur le marché qui n'est clairement pas compétitif. Donc, malheureusement, dans certains pays, il y a ce blocage du fait que, par exemple, le maïs n'est pas assez produit sur place. C'est le cas notamment de l'Algérie. Troisième raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est que malheureusement, il n'y a pas assez d'exploitation. Et ça, c'est à cause de toi et moi. Les jeunes aujourd'hui ont quitté, fui les milieux de l'agriculture et de l'élevage pour courir dans des bureaux. Je ne sais pas si c'est à date de l'époque coloniale, mais les Africains ont pensé que les métiers de la terre étaient dévalorisants et méprisants. Et ont pensé que ce qui était bien, c'était avoir une cravate et être dans un bureau. Même si c'est pour gagner moins de 100 euros, 50 000 francs CFA, les gens préfèrent aller au bureau plutôt que de travailler dans la terre. Alors que moi, mes ouvriers gagnent beaucoup plus que ça. Je parle bien simplement de mes ouvriers, même pas de mes chefs d'exploitation. Les gens ont une horreur, je sais pas moi comment expliquer ça, quoi. Mais les gens n'aiment pas du tout aller travailler dans les champs. Et ça pose bien évidemment un problème parce que ça veut dire que malheureusement, on laisse l'agriculture au vieux, entre guillemets, hein, qui est au village, ou à la dame qui est au village, qui n'a pas la technique, qui n'a pas fait les études, qui n'a pas la technologie, qu'un jeune qui est en ville pourrait avoir pour pouvoir développer ses exploitations. Donc du coup, malheureusement, on ne produit pas assez. Quatrième raison pour laquelle on est dans cette situation, c'est le fait qu'il n'y a pas beaucoup de soutiens gouvernementaux en fait en Afrique. Malheureusement, les gouvernements n'agissent pas de manière structurée pour aider les agriculteurs et les éleveurs à se développer. Or, ce n'est pas le cas en Occident, là où les agriculteurs, par exemple, et les éleveurs ont des subventions de l'État. Il n'y a pas de subvention chez nous en Afrique, ça c'est déjà très clair, tu ne seras pas subventionné. Mais au-delà même des subventions, le gouvernement peut faire beaucoup plus de choses. Ils peuvent par exemple investir dans la recherche parce que l'agriculture et l'élevage se développent avec la recherche scientifique en fait. Clairement, si les gouvernements investissent par exemple dans la science pour pouvoir trouver des semences améliorées, ça peut être positif. Pourquoi? Parce qu'on sait tous aujourd'hui qu'une semence peut faire une très grosse différence au niveau de la rentabilité en fait que tu peux avoir en agriculture. Par exemple, les agriculteurs de l'Amérique latine, quand ils cultivent de la banane plantain, ont des rentabilités doubles par rapport aux agriculteurs qui font de la banane plantain en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a de la technologie. Ils ont là-bas des techniques qu'ils appliquent, qui ont été développées scientifiquement et qui sont propices à leur propre climat. Nous, les Africains, malheureusement, comme nous copions, il n'y a pas de science derrière. On va prendre les semences à gauche, à droite, on vient les planter en Afrique. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Et bref, comme la semence ne suffit pas, il y a tout un autre cadre à avoir. Et comme tout ça n'est pas étudié, on n'a pas la productivité que les autres ont. Et ça aussi, c'est un véritable frein à l'émergence de nos cultures agricoles. Dans la deuxième partie, parlons maintenant des importations alimentaires. Oui, malheureusement, aujourd'hui, comme je te le disais en début de vidéo, les Africains importent excessivement de nourriture. Et dans la troisième partie, on verra les chiffres. C'est vraiment affolant. Le poulet est la viande la plus consommée au monde. Et malgré un cliché qui laisse penser que les Africains sont les plus grands consommateurs de poulet, rien n'est plus faux que cela. Sache qu'aujourd'hui, la moyenne par personne, par habitant, par année est de 14 kg de viande de poulet consommée dans le monde. C'est une moyenne parce qu'il y a des disproportions. Et un des pays, par exemple, dans lequel c'est disproportionné, c'est la France. En France, un individu consomme à lui tout seul 28 kg de viande par an. Or, quand tu vas voir l'Africain, de qui on dit qu'il consomme beaucoup de poulet, malheureusement, l'Africain consomme moins de 3 kilos de poulet par an, par habitant. C'est excessivement faible. Et là, malheureusement, il y a tout un potentiel à aller chercher parce qu'en plus, les Africains aiment le poulet. Malheureusement, ils n'en ont pas assez, en fait. Donc, c'est un faux cliché, une fois de plus, qui laisse penser que les Africains consomment du poulet plus que tous les autres. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Du coup, qu'est-ce que ça entraîne, cette autosuffisance occidentale? C'est que quand ils ont fini donc de produire pour leur propre marché, ils produisent pour apporter en Afrique, pour vendre en Afrique, pour vendre aux Africains. Mais il n'y a pas que les Européens, parce que si tu parles de la France, par exemple, à la limite, tu peux te dire en France, l'élevage est quand même assez contrôlé. Il y a pas mal d'ONG qui surveillent pour s'assurer qu'il n'y a pas de la maltraitance animale. Il y a plein de choses qui ont évolué quand même. Par contre, quand tu vas dans des pays du type l'Ukraine, ou même quand tu sors de l'Europe et que tu vas par exemple au Brésil, ou pire, en Asie, en Chine, on n'a plus aucun contrôle. On ne sait pas du tout comment c'est fait. On sait juste que c'est généralement bourré de mauvais produits pour pouvoir arriver en Afrique. Mais comment on le sait? Parce qu'en fait, en réalité, un élevage de poulet en batterie industrielle dure à peu près 39 jours. Au bout du 39e jour, l'éleveur brésilien, par exemple, abat l'animal et le conditionne pour qu'il puisse faire un périple de 1 à 2 mois avant d'arriver en Afrique. Le problème, c'est qu'une fois que l'animal a fait ces 2 mois-là et qu'il arrive en Afrique, généralement, il y a des ruptures de chaîne du froid, ce qui est hyper dangereux pour la santé. C'est-à-dire que l'aliment a été congelé.
on le décongèle, on le recongèle, on le décongèle, on le recongèle avant qu'il arrive dans la cuisine de ta mère, de ton père, qui est au pays. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ton père ou ta mère prend ce poulet-là, lui aussi met dans son frigo, son congélateur, quelques jours avant de le consommer. Donc, quand il va le consommer, il s'est écoulé parfois 2, 3, parfois même 4, 5, 8 mois entre le jour où le poulet a été abattu et le jour où il a mangé. Mais de toi à moi, est-ce que normalement un poulet peut tenir 8 mois s'il n'a pas été rempli d'additifs? S'il n'a pas été rempli de produits conservateurs et autres produits chimiques néfastes pour la santé de l'homme? Bien sûr que si. Et ceci a entraîné justement une augmentation des taux de cancer en Afrique, là où on se rend compte qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde souffre de maladies qui n'existaient pas avant et des cancers qui viennent d'un peu partout, malheureusement. Il y a une urgence, parce qu'il faut bien que tu prennes conscience que ce qu'on est en train de dire là, c'est pas juste intellectuel. C'est quelque chose qui t'a peut-être déjà frappé dans ta famille ou qui risquerait de le faire dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Il y a clairement une urgence sanitaire dans ce domaine-là, dans nos pays. Dans la troisième partie, parlons de la riposte des États africains, parce que force de ce constat-là, les États ont quand même décidé d'agir. Et l'une des mesures qu'ils ont prises, c'était de pouvoir, par exemple, interdire les importations de viande de volaille. Donc du coup, il y a une dizaine de pays en Afrique aujourd'hui qui l'ont fait. Le Cameroun, le Sénégal et d'autres pays ont interdit, le Maroc, l'Afrique du Sud ont interdit en fait tout cela. Alors ça a pour avantage de permettre que des champions locaux puissent naître justement, puisque désormais, il y a une interdiction officielle, parce qu'officieusement, on voit quand même toujours du poulet congelé, mais en bien moins grande proportion qu'avant. Donc aujourd'hui, il y a quand même un problème, c'est que l'État dit, OK, on ne va plus prendre du poulet qui vient d'ailleurs, mais il faudrait maintenant qu'il y ait des producteurs locaux pour prendre la relève. Et c'est là que le bas blesse. C'est que le rythme ne suffit pas. Le rythme ne suit pas. Parce que le paysan classique au village, il faut bien que tu le comprennes, a un problème de fond. C'est-à-dire que pour lui, 1000, 2000 euros, c'est beaucoup d'argent. Moi, j'ai fait une formation dans laquelle j'expliquais, par exemple, qu'avec 2000 euros, tu peux lancer un élevage de poulet. Si tu ne l'as pas encore, tu peux aller dans la barre de description et tu as un module gratuit qui te permet de voir de quoi parle cette formation-là. Mais vendredi, on en parlera davantage si tu veux te former dans ce business-là. Mais si tu veux, ce qui est vraiment choquant et gênant là, justement, c'est qu'il y a des portes qui sont ouvertes comme ça, mais on n'en profite pas. L'éleveur au village n'a pas les 2000, 3000 euros pour lancer son élevage de poulet. Toi, tu les as peut-être dans ton compte d'épargne et tu ne sais pas quoi en faire. Il y a des possibilités clairement de faire des choses. Donc du coup, des champions locaux ont été créés. Par exemple, tu as Cipra et Sedima qui ont été créés. Cipra en Côte d'Ivoire, Sedima au Sénégal. Et ces deux entreprises-là sont devenues un peu comme des fers de lance de l'élevage de volailles dans leur pays pour essayer toujours de combattre cet impérialisme alimentaire. Mais ça ne suffit pas. Par exemple, aujourd'hui, tu vas te rendre compte qu'au Sénégal, on a aujourd'hui une production annuelle de 67 000 tonnes, alors qu'en Côte d'Ivoire, on a à peine 54 000 tonnes de poulet produites localement par an. C'est faible par rapport aux besoins du pays. On dit qu'aujourd'hui, les déficits de l'Afrique sont de 2 millions de tonnes de poulet. Donc, tu vois, il y a clairement énormément de marge. Il y a un marché qui est là, qui nous attend. Il y a les ressources qui sont sur place. Il y a les facilités étatiques au niveau de l'encadrement qui commencent à exister, même si ce n'est pas toujours respecté. Qu'est-ce qui manque dans l'échelle? C'est le privé. C'est toi et moi qui devons maintenant saisir ces opportunités-là, nous lancer pour clairement contrecarrer ça. Parce qu'il faut bien que tu comprennes quelque chose. Il y a une hypocrisie très grande que j'observe, moi, de la part des cultivateurs occidentaux. Pourquoi? Parce que, par exemple, aujourd'hui, il y a des accords qui sont bloqués, en fait, sur la table entre l'Europe et l'Amérique latine pour le libre-échange. Les éleveurs disent, on ne veut pas de ces accords parce que si on dit oui, le poulet sud-américain va tuer le poulet européen. Ils produisent beaucoup plus que nous, ils sont beaucoup moins chers et s'ils viennent ici, ils vont envahir notre marché, on va perdre toutes les parts de marché. Donc du coup, les éleveurs européens mettent un blocus à cela. Mais ce qui est bizarre et paradoxal, c'est que les mêmes producteurs européens sont en train de se battre pour continuer de venir vendre leurs excédents de poulet en Afrique. C'est-à-dire, ceux qui ne veulent pas qu'on leur fasse, ils sont les premiers à le faire vis-à-vis de l'Afrique. Et bien évidemment, qui doit riposter à ce moment-là? C'est un jeu, entre guillemets, de puissance. C'est aux Africains aussi de dire stop, nous n'en voulons plus. Mais quand les États disent non, il faut que derrière, il y ait une stratégie qui fasse que des champions locaux naissent, mais pas que des grosses entreprises du type Cipra ou Sedima, mais qu'il y ait des PME dans le poulet, qu'il y ait des PME dans la dinde, qu'il y ait des PME dans la volaille, qui pèsent de plus en plus lourd, parce que c'est un business, crois-moi, qui permet de gagner excessivement d'argent, comme on va le voir vendredi. L'élevage de poulet, franchement, c'est un moyen de gagner excessivement d'argent. Et je te le dis très sérieusement. Dans la vidéo de vendredi, on aura le témoignage d'un de mes élèves qui te parlera des revenus qu'il a grâce au poulet. C'est hallucinant, quoi. Mais sois là vendredi pour suivre la deuxième partie de cette vidéo parce que tu auras tous les éléments pour pouvoir te lancer toi aussi dans le business du poulet. On arrive au terme de cette vidéo et j'ai une question pour toi. Que penses-tu que nous puissions faire pour pouvoir contrecarrer tous ces plans machiavéliques contre l'Afrique?
Ce soir, j'organise un live, un direct pour pouvoir en parler en direct sur ma chaîne Investir au pays sur YouTube. J'espère que tu seras là parce que ça va être clairement très intéressant. On va en parler, on va se dire les vérités. Tu peux appeler pour donner ton point de vue ou écouter celui des autres, participer dans les commentaires ou par coup de fil. Et l'idée, c'est clairement que l'on puisse trouver ensemble le moyen de créer des synergies pour que chacun d'entre nous devienne un pion qui fait que l'Afrique avance et finisse par émerger. Je te donne donc rendez-vous ce soir, 21h sur la chaîne Investir au pays. À très bientôt.